Bien, bonjour à tous, chers lecteurs et chers donateurs, surtout de Contrepoint, et bienvenue dans ce podcast spécial Foire aux questions pour fêter nos 10 millions de lecteurs. Donc 10 millions de lecteurs, ça donne vraiment le vertige. Et aujourd'hui, on a eu un tas de questions de votre part auxquelles on a hâte de répondre. Et pour y répondre, j'ai avec nous le plaisir d'avoir toute une brochette d'invités, tous plus beaux et plus fameux les uns que les autres. Je commence par un rapide tour de table. Je suis en compagnie de Thomas Palermo. Bonjour Thomas. Bonjour Pierre, bonjour à nos lecteurs, auditeurs aujourd'hui. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis le président de l'association libéraux.org qui publie le journal Contrepoint et à côté, je travaille, j'ai une société, une agence marketing, j'en perds mon français. D'accord. Ensuite, je suis accompagné de Séverine. Bonjour Séverine. Bonsoir Séverine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Je suis secrétaire de rédaction à Contrepoint depuis 5 ans. Voilà, depuis 5 ans déjà, et avec un plaisir tous les jours renouvelé. D'accord, merci. Je suis en compagnie de Frédéric Mass aussi. Frédéric, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi je suis rédacteur en chef de Contrepoint, je suis journaliste et je travaille depuis pratiquement 6 ans pour Contrepoint, ayant passé, je suis passé par la case secrétaire de rédaction et Oui, c'est maintenant ça, je c'est suis qu'on ne te rédacteur voit en plus chef. sur le devant de la scène aujourd'hui, mais enfin, tu es là depuis le tout début dans les coulisses et même en tant que salarié depuis déjà pas mal d'années. Oui. Donc, ravi de t'avoir. Je suis aussi en compagnie de Guillaume, que nos donateurs connaissent aussi. C'est celui qui vous envoie des courriers. C'est ça. Bonsoir Voilà, Guillaume. je m'appelle Guillaume Périgouard et je suis en charge du développement de Contrepoint pour l'association libéraux.org. En clair, voilà, je m'occupe de la levée de fonds et c'est pourquoi je suis là pour cet exercice aujourd'hui. Merci. Je suis en compagnie de Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Toi, tu es la plus récemment arrivée, je crois. C'est ça, oui. Moi, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis chez Contrepoint. Je suis responsable du community management et secrétaire de rédaction. D'accord. Bon. Et bon, moi-même, certains me connaissent, je m'occupe du podcast de Contrepoint et j'écris à l'occasion des articles. Et je suis membre de l'association libéraux.org depuis un paquet d'années déjà. Et notre guest star de la fin, j'ai réservé pour la fin celui que vous attendez tous, H16. Il est avec nous, le vrai, avec son masque. Bonsoir à tous. Oui, moi je suis blogueur. J'ai commencé à bloguer en 2005, si je ne me trompe pas, et donc j'ai rejoint l'association à peu près en même temps et j'ai contribué à Contrepoint quasiment dès le départ. Ouais. Donc j'ai suivi l'aventure de Contrepoint et je suis très content d'être parmi vous et notamment d'arriver à plus de 10 millions de lecteurs cette année. C'est un vrai succès. Et je vois que tu portes ton fameux costume. Est-ce que tu portes également des mocassins à gland? J'aimerais bien savoir. Ça dépend. Quand il pleut, j'évite. Ok. Bien, donc le but de ce soir, c'est de répondre à toutes ces nombreuses questions qu'on a reçues et qui sont vraiment intéressantes. Alors moi, vraiment, ça m'a fait plaisir de voir aussi tout ce que Contrepoint représentait pour nos donateurs et pour nos lecteurs, parce que vraiment, souvent, le terme de bulle d'air, de bouffée d'oxygène est revenu. Il y a eu des tas d'expressions toutes plus poétiques les unes que les autres pour décrire ce que Contrepoint représente pour vous. Alors, je vais commencer par une question qu'on va adresser à Thomas Palermo. C'est une question de Mitch qui nous vient de Luxembourg. Il précise bien Luxembourg-Ville. Il y a d'autres villes à Luxembourg. Il ne précise pas de quel quartier. Et alors, on commence fort, on va dire, parce que c'est une question sur finalement le risque juridique qu'on serait amené éventuellement à prendre si nous publions avec 2i des informations qu'on n'a pas le droit de publier, qui tombent sous le coup de la loi française, comme par exemple une incitation à la grève fiscale, à ne pas payer ses impôts, ou encore si on parlait des bénéfices hypothétiques de telle ou telle drogue qui est interdite, et qu'on risque des grosses amendes, voire de la prison. Donc, quelle serait notre politique par rapport à ce genre d'article si nous les jugeons nécessaires, Thomas? Ouais, donc la question, c'est ça, est-ce qu'on est prêt à transgresser la loi pour diffuser des idées? Et la question est très claire, la réponse est très claire, non. Je ne suis pas prêt et nous ne sommes pas prêts à risquer des énormes amendes qui feraient en gros un vrai gaspillage de l'argent de nos donateurs et à risquer d'être emprisonnés. Mais on pourrait se poser pourquoi pas, hein, si on était vraiment prêt à prendre ce risque. Je pense que c'est surtout pas la manière la plus efficace.
de défendre nos idées. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a atteint 10 millions de lecteurs, c'est parce que on a le droit d'être publié, on ne s'expose pas à une fermeture du journal. Et en gros, il y a tellement à dire pour populariser les idées libérales et pour populariser la liberté, pour faire percevoir aux Français à quel point la liberté est précieuse et à quel point elle est fragile, sans avoir besoin de s'exposer à des sanctions légales et à transgresser les lois. Là, il y a clairement certains sujets qui pourraient être tentants parce que simplement ça correspond à nos convictions, mais ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut pas le risque de voir Contrepoint fermé en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Donc on t'amènera pas d'orange à la prison de l'endroit où tu habites, ta prison locale. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, moi j'ajouterais que de toute façon, je pense que si on parle de grève fiscale ou de choses comme ça, les gens n'attendent pas un feu vert, un conseil officiel. Je pense que ceux qui jugent qu'ils en sont à ce point-là le feront, mais je pense qu'effectivement ça n'apporterait rien qu'on appelle nous-mêmes à le faire. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce point-là? Je précise que Mitch aussi nous fait une remarque intéressante qui nous dit qu'on est un très bon journal d'opinion. Merci Mitch. Et il nous dit aussi que ce serait bien d'avoir des enquêteurs de terrain. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra. Mais rassurez-vous, Mitch, c'est dans les tuyaux en tout cas. Donc effectivement, ça, je pense que nous-mêmes, on brûle tous de faire un peu plus de journalisme de terrain. Ensuite, on a une question qu'on va adresser à Séverine cette fois. C'est une question de Pierre, pas moi, parce que c'est un Pierre qui vient d'Occitanie alors que moi je viens de Provence, et qui est une question d'ailleurs qui est aussi évoquée par Amalter de Belgique, qui nous pose des questions sur les commentaires. Ça, c'est un point qui est revenu assez souvent et je pense que, donc, on a assez amplement déjà discuté en interne. Alors, Pierre, en l'occurrence, note que la qualité des commentaires baisse constamment et que c'est parfois assez consternant. Tous les donateurs ne le pensent pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui signalent aussi, mais j'y reviendrai, que les commentaires sont parfois utiles aux auteurs, et en tant qu'auteur, je le confirme, c'est aussi le cas, hein, les deux choses sont vraies. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit de faire de quelle manière en fait on modère les commentaires? Est-ce qu'on a prévu d'évoluer sur cette politique-là, Séverine? Alors, les commentaires, effectivement, deviennent parfois un peu plus virulents, un peu plus polémiques. Et il faut bien se rendre compte que ça n'est pas spécifique à Contrepoint, c'est quelque chose qui touche tous les médias. Et quel que soit même le sujet abordé, on constate qu'il y a une polarisation très franche autour de sujets qui auparavant ne suscitaient pas un tel clivage. Donc, je dirais que ça n'est pas propre à chez nous, mais que c'est une évolution un peu générale de la société. Quant à savoir ce qu'on fait avec ce genre de commentaires, on n'est pas partisan de censurer les commentaires. Alors évidemment, il y a une exception qui est l'insulte ou la diffamation. Ça, c'est la responsabilité du journal. Voilà, c'est la responsabilité du journal qui est en cause. Donc, il va de soi que des commentaires comportant des insultes, ça ne peut pas figurer sur Contrepoint. Après, oui. Et ensuite, quelquefois, des commentaires qui ne sont pas suffisamment au niveau pour certains commentateurs, ou qui ont trop de fautes d'orthographe, ou qui ne sont pas exprimés dans un français suffisamment académique. Je dirais qu'il faut un petit peu de tolérance quand même. Tout le monde a le droit de s'exprimer, même si c'est pour dire des âneries, ou si c'est pour les dire de manière un peu maladroite. Et notre modération n'ira pas jusqu'à censurer des commentaires qui ne sont pas formulés de manière suffisamment jolie. D'accord. C'est un équilibre vraiment très difficile à garder, hein. Je pense que c'est ce qui ressort de ta réponse. Et, enfin, je ne sais pas si quelqu'un. Oui, c'est un équilibre. Et comme tu le signalais, les commentateurs aiment bien aussi débattre entre eux. Donc, il me semble que si parfois, dans le grand nombre de lecteurs qu'on a maintenant, forcément, mathématiquement, on a plus de commentaires de moindre qualité aussi, c'est quand même nécessaire qu'il y ait un débat d'idées, et autant pour les commentateurs que pour les auteurs aussi.
Et en tout cas, sachez que l'équipe y travaille. Je sais ils les lisent tous et pourtant, ça prend énormément de temps de les lire, de les modérer, de juger, etc. Donc, il y a forcément des choses qui passent, qui ne devraient peut-être pas passer et inversement. Mais sachez qu'en tout cas, c'est vraiment une partie importante du travail de l'équipe. Donc, en tout cas, merci pour cette question de Pierre qui nous dit d'ailleurs… Pierre, Oui. sur ce sujet, parce que je voulais remercier les bénévoles de l'association, parce que l'association, on a 3 salariés, tout le reste des personnes qui nous aident sont bénévoles, y compris moi-même, et il y a beaucoup de gens qui dédient vraiment beaucoup de temps, et une partie de leur travail, c'est par exemple la relecture des articles pour les… On n'imagine pas le temps que ça les fautes de paraît grammaire. simple comme ça, mais… Extrêmement précieux. On a une collaboratrice de longue date, je crois que je peux nommer son pseudonyme, c'est Bisounours. Et voilà, je lui envoie vraiment j'allais dire tout notre amour, mais en tout cas, oui, j'ai envie de dire voilà, tout notre amour, toute notre considération, toute notre reconnaissance. Et une autre grosse partie, c'est la modération des commentaires. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc voilà, je remercie vraiment les bénévoles pour ça. Et si vous aimez Contrepoint, sachez que voilà, plus vous êtes civil dans les commentaires, plus notre équipe peut consacrer du temps à toutes les autres tâches. Pierre précise aussi dans sa question c'est bien d'aimer le libéralisme et qu'on a une très belle culture libérale à Contrepoint, mais qu'il ne faudrait pas le seriner à longueur de journée comme si c'était la seule solution. C'est peut-être un peu l'impression que ça peut donner parfois, mais c'est vrai que par rapport au discours dominant aussi, on se doit de forcément un peu plus insister sur ces points-là, mais je pense qu'il ne faudrait pas conclure de nos articles très libéraux que le libéralisme se suffit à lui-même. Bien sûr, c'est juste une méthode, ce n'est pas une solution à tous les problèmes qui se posent. Enfin voilà, je voulais mentionner quand même ce point-là de son commentaire. On a une question d'Étienne qui vient de… alors, il a marqué La Ferney-Voltaire. Je croyais que c'était simplement Ferney-Voltaire. Enfin, bon. Donc, Étienne qui nous pose une question qui est revenue aussi dans d'autres questions sur l'utilité des tests Covid. Je vois que vraiment la crise sanitaire a suscité un grand besoin une grande soif d'information chez beaucoup de Français, chez beaucoup de nos lecteurs en particulier, et qui demandent voilà, les campagnes de dépistage et les tests antigéniques sont-ils utiles sur le plan épidémiologique mais quelle est leur utilité politique dans la mesure où confinement et reconfinement sont envisagés pour toute la population, pêle-mêle, que l'on soit dépisté, non dépisté, les anciens, les jeunes, etc. Bref, en gros, à quoi ça sert? Est-ce que Frédéric a une idée là-dessus? J'ai une idée. Là, on parlait justement de la question de la méthode, de la question libéraliste. Je trouve qu'elle se pose à plein, là, parce que, en fait, sur la question de l'utilité des tests, je pense qu'il n'y a pas de débat. Les tests sont utiles, les vaccins sont utiles. Simplement, ce que dit avec raison notre ami, c'est que confinement, reconfinement, c'est aussi une question d'organisation pratique, c'est aussi une organisation politique. Et finalement, ce qui pose problème, ce n'est pas tant la fiabilité des tests, c'est pas tant la fiabilité. Là, en ce moment, on parle beaucoup des vaccins. Là, il y a la stratégie vaccin qui a été mis en place là, par Jean Castex il y a quelques jours, mais c'est la façon dont ça va se mettre en place. D'ailleurs, Jean Castex, il est rigolo, il nous dit une chose, il nous explique que normalement, d'ici début décembre, on allait avoir 1,5 million de vaccins disponibles. Ouais. Mais il faudra quand même surmonter un défi logistique. Défi logistique, il faut traduire, hein, c'est l'État bureaucratique français, c'est-à-dire que si on gère nos problèmes maintenant, et si on a le problème des tests et des vaccins, comme on a géré le début de la crise sanitaire, les masques. On peut se poser quelques questions et on peut effectivement remarquer que les méthodes qui ont été centralisation, qui ont été extrêmement autoritaires, n'ont pas marché. Et la question qui va se poser, ça va être une question essentiellement de politique publique, plus une question de santé publique. Et puis, quand on confie les choses au privé, par définition, on va se planter aussi, sauf qu'à force de se planter, on améliorera et on trouvera, et les meilleures solutions émergeront, c'est ça aussi. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas de dire faut dégager l'État de la gestion de tout ça, et tout d'un coup, tout ira mieux. Hein. Je pense que le problème reste entier. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on est sûr de rater si on ne fait que confier la gestion à l'État, ce qui est un peu différent. Ouais. Et ce qui a été la logique en fait, de la réponse des pouvoirs publics à la crise sanitaire. Plus de centralisation,
plus d'organisation centrale, on donne tout, on va les pouvoirs aux ARS, aux préfets, et on recentralise. La question qui se pose maintenant, c'est aujourd'hui, est-ce que nous avons intérêt, est-ce que les Français ont intérêt à ce qu'on aille dans le même chemin? Et la réponse qu'on donne sur Contrepoint, c'est non. Encore une fois, il faut plus de libéralisme, il faut plus de décentralisation, il faut plus d'initiatives privées. Et la question, encore une fois, c'est une question de politique publique. D'accord. Alors, je passe à la question suivante. Alors, la question suivante, elle va s'adresser naturellement à H16. C'est Jérôme de Neuilly qui nous la pose, mais à vrai dire, elle est posée aussi par Yann de Nantes et par un lecteur et par Denis aussi, qui se demandent tous sous des formes un peu différentes. Est-ce que la transition vers une politique plus libérale ou moins antilibérale est possible, je vais le dire crûment, sans violence? Il y en a même qui lancent le mot guerre civile. H16, toi qui proposes souvent un éclairage drôle mais assez sombre sur l'évolution de la situation et sur la manière dont tout ça va se terminer, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Est-ce qu'on échappera à la guerre civile? Nul, enfin, c'est difficile de prévoir l'avenir. En fait, il y a deux volets. Il y a la seconde partie, c'est est-ce qu'on va échapper à la guerre civile? Donc ça, c'est très difficile d'y répondre. Et la première partie, c'est quelles seraient les choses qu'il faudrait faire pour améliorer la situation, pour sortir de l'ornière. J'avais écrit, il y a de ça un petit moment, c'était en 2012, un billet qui reprenait les 10 mesures qui sauveraient la France, mais qui ne seront jamais appliquées. Et dedans, j'évoquais très rapidement la mise en place d'un salaire complet, c'est-à-dire que le patron verse aux salariés un salaire complet, charge aux salariés de reverser aux différents organismes ce qu'il doit. Ça ouvrirait les yeux à beaucoup de gens qui se rendraient compte effectivement que il y a beaucoup d'argent qui part, on ne sait pas trop où. Oui, ça couperait l'illusion fiscale. C'est ça, c'est exactement ça. On pourrait en finir avec les monopoles de droit, les corporations, etc. Rendre les impôts beaucoup plus lisibles en mettant en place une flat tax extrêmement simple, quelque chose sur les revenus de façon extrêmement simple aussi. Revoir complètement, intégralement le droit du travail en le réduisant à sa plus simple expression. Arrêter tout ce qui est subvention à toutes les associations et laisser en fait les gens subventionner les associations directement de leur choix, avec éventuellement un abattement fiscal. Voilà, exactement. Mettre en place le chèque éducation, arrêter les opérations militaires extraterritoriales pour revenir à une vraie armée régalienne qui sert à protéger le territoire ou protéger les intérêts français en France. Arrêter la guerre contre la drogue, parce qu'elle coûte beaucoup trop cher et clairement la guerre est perdue. Alors après, je ne rentre pas dans le débat de savoir s'il faut libéraliser ou pas la drogue, je dis simplement cette guerre-là, pour l'instant, elle est clairement perdue et elle coûte très très cher, et on a besoin de se concentrer sur le vrai régalien, c'est-à-dire faire en sorte que les criminels et les délinquants soient poursuivis, arrêtés, qu'il y ait des prisons pour les mettre dedans, etc. Et enfin, assurer la transparence des comptes des syndicats, des partis politiques. Typiquement, par exemple, savoir exactement combien gagne chaque élu de chaque commune. Les feuilles de paie seraient à ce moment-là disponibles sur Internet, par exemple, avec un non-cumul strict de tous les mandats et renouvelables tous une fois maximum. Voilà, bon, ça c'est un exemple, c'est un programme simple. Chacune de ces mesures déclencherait un tsunami en France, une catastrophe, il y aurait des gens partout dans la rue. Bon, le problème, c'est, comme je l'explique souvent dans mes billets, on a dépassé la masse critique avec plus de 50% des gens qui vivent de l'impôt et moins de 50% qui les payent. Donc évidemment, on est arrivé dans une espèce de deadlock, un verrou où les gens, la masse ne veut plus sortir de ça. C'est confortable. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir finalement le confinement, quand on analyse la situation, les gens qui restent chez eux payés à rien foutre, eh ben, ils aiment bien. Faut être honnête, c'est agréable. C'est agréable de rester chez soi en attendant tranquillement les indemnités qui tombent. Bon, évidemment, l'argent ne poussant pas sur les arbres. On sait que il pousse à la Banque Centrale Européenne. Oui, voilà, exactement. Pour l'instant, c'est comme ça, mais bon. Donc là, ça amène naturellement au second volet, c'est-à-dire qu'il y a un moment inévitable où il y a plus de gens qui bénéficient que de gens qui payent. Puis il arrive un moment où les gens qui payent en ont marre de payer, soit ils arrêtent de payer, soit ils se mettent dans l'autre catégorie, c'est-à-dire les gens qui bénéficient. C'est exactement ce qu'on observe actuellement, avec un nombre grandissant de gens qui soit vont bénéficier ou se mettre au chômage, ou sortir du système avec le marché noir, les petits boulots à droite à gauche, etc. Bon.
Évidemment, un système, une société ne peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Et donc, la question qui vient juste après, c'est est-ce qu'on va pouvoir éviter la montée des violences? C'est très compliqué parce qu'en réalité, il y a plein de dynamiques qui rentrent en ligne de compte. D'une part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens les gens partent pas à la guerre ou partent pas en émeute ou en guerre civile avec le ventre plein. Donc, tant que les gens ont le ventre plein, il ne se passera pas grand-chose. Tant que l'État continuera à distribuer des billets qui deviendront progressivement des billets de Monopoly, tant que les gens trouveront encore des choses dans les magasins, ça ne bougera pas. Il faut bien voir que même en URSS, même quand les magasins étaient vides, les gens ne sortaient pas dans la rue. Il n'y avait pas de grandes manifestations. Ouais. Actuellement, s'il y a des choses violentes qui se passent, elles viendront de la minorité agissante, et la minorité agissante, elle n'est pas libérale, elle est de gauche, elle est d'extrême gauche. S'il y a une minorité qui doit agir en France, qui s'organise, qui se prépare actuellement à prendre le pouvoir, ou du moins à flanquer par terre le pouvoir actuel, c'est une minorité d'activistes de gauche. Donc si un jour il y a des mouvements violents en France, ils seront de deux natures. Il y aura d'une part les cités, qui appauvries parce que, par exemple, le commerce de la drogue ne marche plus aussi bien, parce que, on peut imaginer plein de facteurs, deviendront vite ingérables. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis il y a l'autre partie de la population qui est prête, celle qui est prête, donc c'est les extrêmes gauches. Et ceux-là, s'ils prennent le pouvoir, donc ça ira très mal avant d'aller mieux. Bon, on connaît le paradigme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en place le communisme, c'est le paradis sur Terre et tout le monde crève de faim, donc ça ne dira pas très longtemps. Donc savoir comment ça va se passer, c'est impossible. C'est impossible en réalité. Mais je ne suis pas très Fred optimiste. peut-être a une perspective un peu historique là-dessus. Par exemple, est-ce qu'en France c'est toujours censé se passer comme ça parce qu'en France on attend toujours qu'il soit trop tard et ensuite on va trop vite et trop fort et il se passe des révolutions? Qu'est-ce que toi tu vois les choses comment? Alors, je dirais deux choses. J'ajouterais deux choses à ce que dit H16. La première, c'est que déjà, le projet libéral, la proposition libérale, c'est justement éviter la perspective du pire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de tensions actuellement au sein de la société, c'est évident. C'est évident, il y a une montée aux extrêmes qu'on voit et qu'on devine et qu'on sent de toute façon tous. Mais nous, notre devoir, je pense, et tous nos principes, nous poussent à chercher des solutions qui montrent qu'il y a certaines solutions pacifiques qui marchent et fonctionnent et qui sont au bénéfice du plus grand monde. Enfin, c'est bien entendu ce qu'on essaie de faire passer quand on parle du libre-échange, etc. C'est-à-dire que la guerre et la guerre civile, c'est toujours la destruction, c'est toujours plus d'appauvrissement, et c'est des familles qui sont séparées, etc. Alors qu'on doit envisager un système qui propose plus de prospérité et de paix civile. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la perspective historique, je dirais qu'en France, il y a un constant dans l'histoire de France, c'est que c'est une société qui est bloquée, qui marche par choc, par évolution. C'était Jacques Marseille, l'historien Jacques Marseille, que certains de nos lecteurs doivent connaître, qui parlait d'une société qui marchait justement à force de guerre civile. C'est-à-dire que le personnel politique au sommet changeait chaque fois à partir d'un choc politique. C'est-à-dire la Révolution française, ça va être la Deuxième Guerre mondiale, où l'ancienne élite est remplacée, etc., etc. C'est parce que la France est un pays extrêmement conservateur, extrêmement corporatiste, et qui a du mal, en fait, à se réformer. Oui, et elle est beaucoup moins progressiste qu'elle aimerait se voir, on va dire. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que la perspective libérale, c'est vraiment une bouffée d'air frais, parce que c'est vraiment quelque chose, une alternative complète, et qui sort de la gamme classique française. Oui, non, mais c'est souvent ce que nos lecteurs nous font monter, c'est l'aspect unique qu'on trouve dans les idées exprimées sur Contrepoint, qu'on ne trouve pas ni à droite ni à gauche. Donc ça, je pense que les libéraux ont vraiment quelque chose d'unique à dire là-dessus. Si on regarde dans l'histoire relativement récente, sur les 20 dernières années, il y a eu des réformes libérales en France, il y a eu des réformes libérales en Europe. Je pense à la libéralisation des télécoms, je pense à la libéralisation des médias. L'État a renoncé au contrôle des moyens de l'information en privatisant les télévisions et la radio avant ça. Et il ne l'a pas fait par conviction libérale. Il n'y a pas eu des gens dans la rue qui ont commencé à réclamer plus de libéralisme. Et ça s'est vraiment passé
parce qu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas le choix, en gros, pour maintenir le système en place. Et si on repense, par exemple, il y a eu, par exemple, ce qui motive à essayer d'adapter le système des retraites, c'est qu'ils se rendent compte que le système va s'effondrer. Et donc, ils doivent sacrifier de la popularité pour pouvoir maintenir le système en place. Et c'est ce qu'ils ont fait sur différentes choses. Et donc, ça peut donner je suis parfois envahi de pessimisme en me disant tant qu'on ne sera pas affamé, les gens ne vont pas se révolter. Mais il y a aussi un autre Il y a facteur quand même de des lueurs changement. d'espoir aussi. Voilà, il y a un autre facteur de changement que la révolte, c'est quand les gouvernants réalisent que donner plus de liberté est à leur avantage. Et je me souviens de Guillaume qui m'avait expliqué ça et qui était tout à fait juste. C'était la manière dont la liberté de culte s'est diffusée en France et en Angleterre aussi, si je me souviens bien. Où au départ, c'était pas l'idée on a envie d'être tolérant avec tout le monde, on a envie d'être gentil et d'accepter les différences. Non, c'était évidemment ceux qui pensent pas comme nous, qui n'ont pas la même vision que nous de la religion, sont des idiots, sont des imbéciles, ils méritent tous de mourir. Mais si on continue à se détruire et à vivre dans la boucherie, on reste pauvre. Et moi, le roi, je vais devenir de plus en plus impopulaire et je ne vais pas pouvoir garder le pouvoir. Et c'est en gros, c'est toujours par un intérêt personnel du gouvernant que de la liberté est arrivée. Enfin, toujours non, mais Ok. c'est un des vecteurs. D'accord, non, mais je vois, ça donne une perspective oui, différente sur cette question-là. Bah, tant mieux, c'est plutôt positif. La question suivante, je vais l'adresser à Justine. Elle nous vient d'Emmanuel, qui vient de Toulouse, et qui demande si Contrepoint pourrait donner la parole, il y a des interviews, à de jeunes militants encartés dans un parti politique, mais de sensibilité libérale, pour leur donner un petit boost de visibilité. Donc, et bon, il y a d'autres choses dans la question, mais voilà, est-ce qu'on met suffisamment en avant le personnel politique qui, même quand il ne se revendique pas forcément libéral, fait du libéralisme à l'échelle qu'il peut, en tout cas, dans la vie politique en général et dans la vie plus largement. Est-ce que c'est des choses qui sont prévues? Est-ce qu'on le fait quand même déjà, Justine? Et alors, c'est des choses qu'on a déjà fait, effectivement. On a par exemple abordé la complexité fiscale avec Hervé Mariton. On a abordé la réforme de l'État avec Jean-Marie Bockel. On a Aurélien Véron qui fait partie de nos auteurs assez réguliers. En ce qui concerne la jeunesse, on collabore avec Génération Libre. On a des Students for Liberty aussi qui écrivent beaucoup pour nous. Maintenant, on est quand même très attentif à garder de la distance avec les partis politiques. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est-à-dire que voilà, on ne veut pas défendre de causes politiciennes. Après, si certains hommes politiques effectivement adoptent des démarches libérales, on n'hésite pas à en parler, à leur relayer dans nos articles. Peut-être pas forcément sous forme d'entretien, mais sous forme d'articles sur la personne. Mais voilà, je pense que l'idée principale, c'est qu'on se bat pour les principes libéraux et pas spécialement pour les personnes. On se bat pour les idées. Oui, ça n'empêche pas de leur donner un peu de visibilité, mais c'est vrai que même si c'était une sorte de débouché naturel pour eux de s'exprimer chez nous, qui sommes le média libéral, on se veut en tout cas le média libéral de référence, après ça ne veut pas dire non plus que c'est une tribune ouverte pour tous les gens qui sont encartés dans les partis et qui veulent faire la retape de leur petite boutique. Donc je pense là encore c'est un équilibre à trouver. Je n'ai rien à ajouter, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas un média organique d'un parti. On essaie de se garder à distance. Maintenant, on est là aussi pour pousser les initiatives qui vont dans le bon sens. Donc, c'est exactement ce que dit Justine. D'accord. On a Clément de Paris qui nous demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de parti politique se réclamant du libéralisme en France? Et ça, je crois que c'est d'ailleurs une question qui est revenue. Et bon, moi, je vais tenter de répondre moi-même à cette question. Mais je pense que c'est parce que c'est pas naturel pour les libéraux d'aller s'occuper de la vie des autres. Et c'est vrai que c'est très difficile quand notre programme, c'est de dire laissez-nous tranquilles, de dire je vais aller prendre la responsabilité pour m'occuper de scier la branche sur laquelle je suis assis. C'est un petit peu compliqué. Et après, j'aurais tendance à dire, mais ça va peut-être être un peu méchant avec une partie de notre personnel politique, mais aussi que, en quelque sorte, les gens qui ont des idées libérales sont parfois occupés à des choses plus productives que d'aller serrer les mains à tout le monde et faire des promesses avec l'argent des autres, et que c'est des gens voilà, qui sont ingénieurs, commerciaux, qui sont dans le médical, dans je ne sais pas quoi d'autre, mais qui font un truc et, entre guillemets, qui n'ont pas que ça à faire d'aller faire de la politique.
Mais ceci dit, je me corrige moi-même en disant que je pense qu'il faut le faire. On ne le fait pas assez. Il y a une forme de dégoût de la politique qu'on ne veut pas toucher avec un bâton, même de loin, chez les libéraux. Et ça, je pense qu'il faut quand même un peu s'en défaire et qu'on est les premiers à applaudir lorsqu'une Margaret Thatcher ou un La Madeleine ou un Ronald Reagan a essayé de réformer chacun à leur échelle et à leur époque, en passant par le système politique classique. Donc, je pense, oui, la question se pose et il y a des gens qui le font. Clément nous demande aussi si on compte proposer des contenus vidéo. Je crois que la question tombe bien parce que justement, il me semble que c'est dans les tuyaux. Est-ce que Guillaume peut nous en dire plus, par exemple? Oui, absolument. Avant de répondre à cette très bonne question de Clément, je voudrais rappeler que, donc, comme vous l'avez dit précédemment, que le Contrepoint, c'est le seul journal libéral indépendant en France. C'est le seul journal libéral indépendant parce que Contrepoint, il vous informe et il défend vos valeurs. Et il défend toute votre liberté, pas seulement soit votre liberté civile, soit votre liberté économique. On défend toute la liberté en bloc, contrairement aux autres journaux qui quelquefois choisissent une partie de la liberté mais laissent l'autre partie de côté. Donc nous, on est cohérents et on défend vos valeurs, vos libertés de manière cohérente chaque jour. Et quelle qu'elle soit. C'est très facile de nous soutenir, de soutenir le travail du journal. Il suffit d'aller sur contrepoint au pluriel.org/aider Contrepoint. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est de plus en plus lu. Donc on a eu une augmentation très forte de notre lectorat en 2020. On a eu plus 35% de lecteurs en 2020. Ça fait à peu près 2 millions de lecteurs par mois. Et il faut savoir aussi, contrairement à d'autres journaux qui sont engagés, nous, on ne parle pas en fait à un petit club, on ne parle pas qu'aux convaincus, puisque 85% de nos lecteurs sont des nouveaux lecteurs. Donc on touche vraiment des gens en dehors des libéraux convaincus. Et donc on le fait notamment parce que notre contenu est gratuit, mais produire un contenu gratuit a aussi un coût. Donc on a des coûts la vidéo, justement, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? En particulier la vidéo, c'est quand même quelque chose. S'il y a bien un type de contenu qui demande beaucoup de logistique, c'est la vidéo. C'est ça. Donc on a un projet vidéo qui est dans les tuyaux pour l'année prochaine. On a fait le budget, on a fait l'agenda, etc. On aura besoin à peu près de 30 000 €. Et pour produire de la vidéo sur les articles les plus lus par Contrepoint pendant la semaine, pour vraiment essayer de diffuser nos valeurs et de défendre la liberté sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour s'adresser à un public qu'on touche moins, donc à un public plus jeune, c'est-à-dire nos concitoyens et les électeurs aussi, les électeurs de demain. Donc on a vraiment ce projet vidéo qui est dans les tuyaux depuis pas mal d'années et qu'on souhaite vraiment réaliser l'année prochaine. On a un budget, on a un agenda, on a vraiment besoin de vos donations. On attend que vous pour le lancer, quoi. C'est ça, exactement. On attend que vous pour le lancer. Ouais, non, mais effectivement, c'est quelque chose d'ailleurs qui revient dans les remarques des donateurs. Il y a pas mal de donateurs qui nous ont écrit, qui nous ont découvert récemment et qui disent mais j'aurais vraiment voulu vous découvrir plus jeune. Je ne sais plus qui disait ça à un moment. Enfin, c'est une remarque qui m'a beaucoup frappé. Mais justement, si vous voulez que des gens puissent nous découvrir dès maintenant, au plus jeune âge, vous faites exactement la bonne chose. Vous l'avez fait puisque les gens qui nous ont écrit sont les donateurs. Mais vraiment, merci beaucoup et n'hésitez pas à dire à d'autres de le faire. On a une question ensuite, on a une question qui nous vient de Yann qui habite à Nantes. Alors peut-être que Fred pourra nous dire si c'est un breton ou pas. Mais Yann en tout cas nous dit tous les jours à travers les auteurs des articles, le constat d'une France décadente se fait jour. Comment, tout en restant légaliste, donc en n'envoyant pas notre ami Thomas en prison, pourrions-nous accélérer la lutte contre la propagande mainstream? Décrier ne suffit plus, l'action pour toutes nos libertés doit se manifester. Donc là encore, on a l'urgence qui se manifeste. Et il nous suggère de fédéraliser, par exemple, il nous signale que les articles de Charles Gave sont peu publiés. Est-ce que Thomas voudrait répondre à Yann? Bien sûr, bien sûr. Donc, la meilleure attaque contre une propagande, en gros, c'est quelque part de la propagande. Et la propagande, c'est
c'est un mot qui est plus souvent employé pour parler de communication venant du pouvoir. Et en gros, l'idée, c'est de communiquer, d'éduquer, d'informer et convaincre, et en gros, influencer. Et si je regarde une idée qui s'est extrêmement développée ces dernières années, je dirais sur les 40-50 dernières années, ce sont les idées écologiques, qui au tout départ, quelqu'un qui allait défendre l'environnement dans une université, je dirais dans les années 50, risquait vraiment de perdre sa place. Et aujourd'hui, c'est celui qui ne la défend pas qui risque de perdre sa place. Et si on regarde comment ça s'est produit, c'est vraiment par la persévérance des gens qui avaient ces convictions-là, et par tous les canaux. Et en gros, ça commençait par ce qu'on nous on fait, c'est-à-dire persister à éduquer, expliquer, communiquer, et en commençant d'abord par les jeunes, parce que c'est ceux qui ont souvent les convictions les plus flexibles, qui sont souvent les plus ouverts à reconsidérer leur opinion sur quelque chose. Mais il y a aussi une méthode. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait de politique et d'avoir un parti politique libéral. Ceux qui ont fait le plus avancer les idées écolo dans la politique, ce ne sont pas les partis politiques écolos, en gros, ça a été justement ceux qui font le travail que nous faisons pour défendre la Et liberté. les politiques ont répondu à la demande qui s'est Voilà, et exprimée ils ont rendu dans les médias et ailleurs. Oui. Voilà, ils ont rendu le sujet inévitable et quel que soit le parti, surtout le spectre politique, il est impossible de ne pas avoir un chapitre environnement dans son programme. Ouais. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Pour rendre la liberté indispensable, pour moi, l'idée, c'est vraiment la pédagogie, et la pédagogie, elle passe souvent par l'empathie, c'est-à-dire qu'on persiste à vouloir démontrer que nos idées sont celles qui ont le plus de sens, et à démontrer les faits et à utiliser la logique. Or, ce qui convainc les gens, c'est de se sentir compris. Et si on veut convaincre quelqu'un qui a envie de voter Trump, de pas voter pour Trump, c'est pas en lui disant t'es con qu'on va le convaincre. Oui, non, bien sûr. C'est d'abord les démocrates, ça leur a coûté quand même la victoire. J'ai pris Trump parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur eux, mais c'est pareil que si on veut convaincre quelqu'un qui veut voter François Hollande de ne pas voter François Hollande, c'est exactement la même chose. C'est pas en insultant les gens. Et c'est pas non plus en leur expliquant avec une équation pourquoi ils ont tort, mais c'est vraiment en expliquant d'où on vient et en montrant aux gens qu'on est comme eux et qu'il y a d'autres façons. Et en gros, l'idée, c'est ce que j'utilise toujours d'ailleurs en marketing, c'est plutôt dire aux gens ce qu'ils doivent penser, c'est de leur montrer les éléments pour qu'ils arrivent à une conclusion différente par eux-mêmes. Et donc de présenter différentes choses et de leur montrer que... D'après ce qui ressort des commentaires, c'est un peu ce qui est arrivé à pas mal de nos lecteurs. C'est-à-dire qu'ils ont apprécié notre ouverture d'esprit, le fait que ça aiguise leur esprit critique. Donc j'en déduis qu'ils sont venus quand même eux-mêmes à leur conclusion et que ça n'a pas été reçu comme un prêche d'évangile, quoi. Est-ce que Fred peut-être a un mot pour compléter là-dessus, peut-être sur les articles de Charles Gave ou sur le statut de Nantes par rapport à la Bretagne? Répondre sur le statut de Nantes à la Bretagne, puisque vous savez qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'à la mairie de Nantes, on hisse le drapeau breton, le Guanadu, ce qui est fort symbolique. C'est-à-dire on reconnaît enfin que Nantes appartient à la Bretagne et que n'est pas un espèce de département extrêmement il y a quand même le château des Ducs de Bretagne. Moi, je ne suis pas breton ni rien, mais enfin, quand même, quoi. Ça me semble historiquement difficilement discuter. Enfin bon, après, je ne sais pas ce qu'en pense Yann, il n'en parle pas dans sa question, hein, mais je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai vu un Yann de Nantes. Donc, tiens, on a une question pour H16. C'est une question de Gilbert d'Annecy qui nous... Alors, je résume un peu sa question, mais je pense que la partie la plus intéressante, c'est n'y aura-t-il pas plus de morts des effets collatéraux des confinements que de la pandémie elle-même? Je ne sais pas comment est-ce qu'on mesure ça. Est-ce qu'on acceptera un jour de reconnaître, même si on le voit au fur et à mesure? Ça se mesure, hein, ça se mesure très bien. En fait, lors de la première vague, il y avait une claire surmortalité. Lors de la deuxième vague qu'on observe actuellement, il suffit d'aller sur les sites genre Omomo ou tout ce qui est même INSEE éventuellement. On voit qu'il n'y a pas réellement... Il y a bien des gens qui meurent de la Covid, hein, Oui. Mais ils sont pas surnuméraires par rapport au nombre de morts qu'on a actuellement dans ce genre de période. Ouais. En revanche, il y a un truc qui est certain, c'est que
une économie florissante, c'est une bonne santé des individus, et inversement, si on flanque par terre l'économie, en général, ça se traduit très directement par la bonne santé ou la mauvaise santé des individus, que ce soit une santé physique ou mentale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a placé au départ, je crois que c'était Macron même, qu'il mettait en avant. Il fallait pas mettre l'économie avant la santé. Bon, c'était vraiment une dichotomie débile parce que en fait, il a clairement en fait fait passer certains Français en dessous des autres, en dessous de certains autres. Et ce choix-là, qui n'est pas un choix éclairé, qui n'est même pas un choix dirigé de façon rationnelle, c'est un choix qui va finir par coûter très cher. Il y a une étude de Yale de 2002 qui montrait le lien direct entre le chômage et les décès. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, on estime que 1% de chômage supplémentaire entraîne 40 000 morts. Si on fait le ratio pour la France, et compte tenu des études qui avaient été menées, on estimait que 1% de chômage supplémentaire tournait entre 9 et 10 000 morts de plus. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas 9 ou 10 000 morts de suicide parce qu'ils n'ont pas de travail, c'est 9 ou 10 000 morts de gens qui meurent de façon surnuméraire parce que soit ils ont été confrontés à la précarité, soit parce qu'ils sont confrontés de façon indirecte à la précarité d'autres personnes qui les entraînent, eux, dans une situation difficile, etc., etc. Il y a en fait plein de mécanismes qui se mettent en place. Il y a un lien direct avec l'augmentation du chômage, l'augmentation de la précarité et le cancer. Donc les cancers sont aussi des maladies. Alors il y a des facteurs biologiques évidents. Vue, mais... Oui, non, mais il y a des caractères biologiques. Mais quand on y réfléchit, c'est pas si étonnant que ça, bien sûr. Voilà. Et en fait, il y a d'autres effets. Plus de misère et de pauvreté entraîne plus d'alcoolisme, plus de dépression. Plus d'alcoolisme et plus de dépression, ça entraîne plus de suicides. Bon, il y a vraiment des cascades d'événements. Donc très concrètement, ce que nous avons observé cette année-ci de 2020, va se traduire probablement par littéralement des dizaines de milliers de morts supplémentaires qui passeront complètement au bleu dans les statistiques parce que ça va être réparti et ce ne seront pas des gens qui seront morts du Covid ou morts d'une maladie. Ça va simplement venir gonfler de façon sensible. Donc on peut s'attendre l'année prochaine à un nombre conséquent de... Donc la réponse à la question de Gilbert, elle est très claire. Oui, il y aura très clairement plus de morts par effet collatéraux des confinements. C'est juste qu'ils pèseront moins politiquement, quoi, finalement. Mais c'est totalement dilué. Et en plus de ça, ce que l'étude montrait aussi, c'est que ce ne sont pas, c'est une évidence, mais ce ne sont pas les classes supérieures et ce ne sont pas non plus les politiciens qui vont mourir en grand nombre. Ça, on peut le regretter. Partiel. Voilà, on peut regretter, mais ce ne sont pas les politiciens qui vont mourir le plus. Ce sont essentiellement les classes les plus défavorisées, les classes qui sont les plus précarisées et qui sont les plus confrontées en fait au changement violent de conjoncture économique. Donc oui, ça va avoir des effets dévastateurs. Bon, et ça, vous pouvez compter sur nous, justement, chers donateurs, pour en parler dans Contrepoint. C'est le genre d'informations. Nous, on les voit, on les mesure, on ne manquera pas de les mettre en avant. J'ai une question de Thibaut, qui vient de Saumur, et qui pose une question intéressante sur la monnaie. Il demande, en fait, est-ce que le contrôle de la monnaie est, selon nous, vraiment du ressort du régalien? Il constate qu'il y a un désaccord chez les libéraux à ce niveau-là. Et il pose aussi la question de la Sécu. S'il n'y avait pas la Sécu, comment ferait une personne qui passerait, par exemple, il dit une personne démunie d'une vingtaine d'années, sans aide familiale, qui n'a encore jamais travaillé et qui n'a donc jamais cotisé. Et si elle se retrouve à la rue, quelle solution pour elle? Donc, c'est deux questions assez différentes. Moi, en tant qu'économiste et libéral sur la monnaie, clairement, pour moi, c'est pas régalien. Je pense que simplement, pour des raisons historiques, depuis tellement longtemps, les princes ont voulu mettre la main dessus qu'on a fini par dire, comme ça a toujours été, on va dire, préempté par les rois et les empereurs, on a fait quelque chose de régalien. Mais je pense que c'est plus une conclusion après coup qu'une vraie réflexion. Donc là, je poserai peut-être la question à Frédéric ou à H16, et même chose sur la Sécu. Et je termine simplement, Thibaut nous demande aussi, est-ce qu'il est possible d'avoir un accès sans publicité pour les donateurs? C'est une question qui revient plusieurs fois, donc c'est pour ça que je vous la pose aussi. Alors, je vais peut-être demander à Frédéric de répondre sur ce sur quoi il peut répondre, ou il veut répondre. Alors, sur la question de la monnaie, est-ce que c'est de l'ordre du régalien? À titre personnel, je ne pense pas. Je pense que beaucoup de libéraux, justement, on essaie de ne pas se laisser enfermer par
Banque nationale, État régalien de l'autre, ou bien Banque centrale. C'est-à-dire que de toute façon, qu'on remette marge de manœuvre et un pouvoir, on va dire, politique au niveau national ou au niveau central, le problème demeure. Donc, à titre personnel, moi, j'étais très influencé par un texte de Hayek qui date des années 70 qui s'appelle The Nationalization of Money, la dénationalisation de la monnaie. C'est le dernier grand texte économique, 76. Ouais. Et je vous invite à le lire, il est excellent. Et court et percutant. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il applique le principe de la concurrence et de la monnaie privée. Et quand on estime que le process est bon et que peuvent émerger des acteurs suffisamment solides pour défendre une monnaie, c'est quelque chose qui peut très bien être fait par des entreprises ou des banques privées. Et qui s'est fait historiquement. Si on regarde l'histoire monétaire, il y a eu des tas de monnaies privées qui peuvent être bien gérées. Elles peuvent être mal gérées aussi, mais si elles sont mal gérées, elles ne durent pas longtemps, elles sont très vite évincées par le marché. Et au moins, on a le choix. C'est ce qu'on observe d'ailleurs avec les crypto-monnaies. C'est exactement ça. C'est des monnaies totalement privées, gérées de façon complètement privée, sans intervention possible de l'État. Donc ça, c'est un exemple typique de quelque chose qui peut fonctionner réellement. Bon, après, il y a des aspects purement techniques. Oui, pour Bitcoin. Ouais. Oui, les crypto-monnaies, c'est un bon exemple. Les crypto-monnaies, ça donne un exemple concret, en fait, qui sort justement de cette prise en étau entre banque centrale d'un côté et gouvernements nationaux. Si c'est possible, et il est possible de faire une monnaie décentralisée, purement privée. Mais il faut bien comprendre. On va créer un nouveau cadre qui va s'imposer aux États, qu'il le veuille ou non. Il faut bien comprendre qu'une monnaie privée, c'est une monnaie qui rend immédiatement extrêmement responsables les gouvernements qui sont concernés. Il n'y a pas de possibilité de louvoyer, de se sortir du piège de la dette. Donc c'est exactement la raison pour laquelle les États, et de façon générale le roi ou le régalien, a récupéré la monnaie parce qu'ils ont très très vite compris qu'à partir du moment où ils avaient la main sur la monnaie, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est la raison pour laquelle c'est devenu du régalien, je veux dire, par la force des choses, et puis parce qu'à partir du moment où on a une armée et qu'on peut tuer les opposants, bien effectivement on peut nationaliser la monnaie. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'il va pas... Enfin, les crypto-monnaies dureront ce qu'elles pourront durer. Ça va être très compliqué aux États de mettre la main dessus, mais ils vont déployer des trésors d'ingéniosité et de force et ils vont tomber sur les pratiquants à un moment ou à un autre. C'est garanti sur facture, parce que précisément, si les gens commencent à basculer, si une masse suffisante de personnes commence à basculer sur les crypto-monnaies, ou sur d'ailleurs tout type de monnaie alternative sans contrôle de l'État, des États, c'est garanti que ces États, n'ayant plus la possibilité de contrôler les gens et étant directement renvoyés à leurs responsabilités au niveau de leur dette, ils vont immédiatement tomber dessus. Le sketch va vite se terminer, quoi. Ça va un peu accélérer l'issue qu'on attend tous. Ce sera une fin, soit ce sera une fin des crypto-monnaies, soit ce sera une fin des États. C'est très difficile pour l'instant de savoir exactement qui va gagner dans cette histoire. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir une idée. Je renvoie à tes articles, HS, parce que tu fais partie des premiers qui ont parlé dans la presse, on va dire, avec une certaine audience. Tu as fait partie des premiers qui ont parlé de Bitcoin et de ce que ça pouvait être. Dès 2011, le premier article date de mai 2011. Voilà, c'est ça. Quand même, que les auditeurs mesurent. Avant 2017, il n'y a pas grand monde dans la presse qui en parlait. En tout cas, avant 2015, certainement pas, quoi. Donc, ouais. Pour la publicité, peut-être... Est-ce que Thomas ou Fred veut répondre sur l'accès sans publicité, parce que l'horloge tourne quand même? Oui, je peux répondre. Je vais juste rajouter en ce moment que les velléités de contrôler les crypto-monnaies pour l'État est une double menace, parce que c'est pas seulement la fin de... c'est pas, en ce moment, il parle de central bank, de banque centrale des cryptos, des CBCD. J'ai pas tout compris le sujet, mais tout ce que je vois, c'est une énorme menace, parce que à partir du moment où ils ont contrôle sur ça, à cause de la blockchain, c'est la fin de la privacy des échanges commerciaux, vu qu'on peut retracer où l'argent a été avant. Et ils sont évidemment... C'est juste un flicage supplémentaire. Et autant ça me donne plein d'espoir, autant ça m'inquiète beaucoup, parce que leur volonté de la contrôler va être très agressive, et je ne vois pas trop comment ils pourraient y parvenir. Mais s'ils y parviennent, je vois une double menace. Mais bon. C'est très clair que les deux côtés de la pièce, d'un côté c'est Bitcoin, de l'autre côté c'est le contrôle social chinois. Ouais. Voilà. Exactement. Je vais rebondir sur le sujet des publicités. Il y a un moyen en fait de supprimer les publicités sur le site, c'est justement de devenir un donateur, c'est justement de nous soutenir. Et donc, lorsque vous vous soutenez,
vous pouvez créer un profil en fait en tant que donateur sur le site de Contrepoint, ce qui fera en fait sauter d'accord, toutes donc les ça existe publicités. déjà. Donc, vous pourrez publier votre Ok, journal. je vois qu'il y a des donateurs Voilà, qui et ne sont ça pas au existe. courant apparemment, donc ça, on le souligne pour tous les donateurs, vous pouvez voir sans pub. Je vais l'envoyer à tous les donateurs pour qu'ils connaissent la procédure technique pour le faire. Et c'est vraiment un gros plus, parce que si vous soutenez le journal, pourquoi est-ce que vous seriez forcé de regarder les publicités? Ça n'a aucun sens. Donc, il y a cette possibilité qui existe déjà. J'en profite rapidement pour aussi dire que justement, Contrepoint repose entièrement sur ses donateurs. 9 euros sur 10 que nous levons provient de nos lecteurs. Et il y a seulement donc 10% de revenus qui viennent de la publicité. On n'a aucun mécène milliardaire, on n'a pas de capitaine d'industrie qui soutient le journal, contrairement aux autres. Et surtout, contrairement aux autres, on n'a aucune subvention de l'État. On tient vraiment farouchement à notre indépendance. Et aussi, être donateur, ça permet justement de poser vos questions à la rédaction et d'avoir un lien privilégié avec les auteurs. Un dernier point, c'est notre projet de faire de l'investigation l'année prochaine. On a un projet qui est maintenant mûr, qui est dans les tuyaux depuis plusieurs années, mais qui est maintenant mûr. On a besoin d'un peu plus de 50 000 euros pour faire ce projet-là. Il s'agit en fait de choisir certains thèmes où les libéraux ont vraiment quelque chose de plus, de plus à dire, ont vraiment une plus-value, et faire tout un travail d'enquête pour faire un panorama exhaustif en fait d'un sujet, quel qu'il soit, qu'il se rapporte aux libertés civiles ou aux libertés économiques, et pour vraiment faire ressortir toute la corruption du système actuel, ou toutes les limitations, tout le côté liberticide du cadre social-démocrate actuel. Et au lieu de publier un article ou deux sur ce sujet, vraiment faire une série très fournie d'articles, et pousser ensuite ces articles à la fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube avec des vidéos, mais aussi dans la presse, notamment la presse écrite, la radio et la télévision. Donc il y a vraiment une réflexion de notre part pour vraiment s'engager dans la voie de l'investigation et de l'enquête, et vraiment faire campagne pour nos idées. Ouais. Voilà. Donc si vous voulez soutenir Contrepoint, rien de plus facile. Vous allez sur le lien donné sous la vidéo, et on vous remercie énormément pour votre générosité. Il y avait une question aussi qui était complémentaire à celle des publicités. C'était la question des partenariats. Par exemple, on a Vincent de Beaujolais qui nous demandait est-ce qu'on envisageait de faire une alliance avec TV Liberté. Peut-être que Séverine pourra nous répondre là-dessus. Et je pose en même temps une question à Justine qui nous vient de Robert de l'Essonne, et qui nous demande quelle est la proportion d'articles exclusifs dans Contrepoint. C'est vrai qu'on a une partie portail et une partie articles exclusifs. Est-ce qu'on a une idée de la proportion et comment c'est amené à évoluer? Alors, Séverine, Justine, peut-être Séverine d'abord sur… Alors moi, sur TV Liberté, je ne vais pas avoir grand-chose à apporter, donc à moins que quelqu'un d'autre souhaite répondre à cette question. Non, je ne pense pas. C'est deux sensibilités très différentes. Et on n'a pas du tout… Oui, c'est pas parce qu'il y a liberté dans le nom que c'est forcément, oui, c'est pas forcément libéral, je crois. Voilà. Ouais. Ça, c'est un peu de marketing de leur part, je pense, hein, quand même. C'est un peu gonflé parfois de revendiquer le terme de liberté. Enfin bon, on va pas le privatiser non plus. Donc voilà. Et est-ce que je peux demander à Justine pour la proportion d'articles exclusifs? Yes. Alors en ce moment, on est plus ou moins sur une proportion de 85% d'articles originaux Contrepoint pour 15% de partenaires republiables. Donc ce sont des partenaires avec qui on est en collaboration quasi quotidienne. Et notre objectif, c'est de publier encore plus de contenu original. C'est déjà quelque chose sur lequel on évolue pas mal cette année. Donc voilà, toujours plus. Alors, je fais un coucou à Mikhail de République tchèque, de Prague. Je suis allé à Prague, j'aime beaucoup, mais il nous demande quel est notre avis sur comment est-ce qu'on voit l'évolution de ce pays depuis 1989. En dehors du fait que maintenant ils exportent des magnifiques Škoda que je peux conduire et que je suis très content de conduire parce que je fais jouer la concurrence internationale, je n'ai pas d'avis particulier sur la question. Je ne sais pas si quelqu'un connaît mieux que moi. Est-ce que Fred peut répondre? En revanche, je peux lui répondre peut-être sur comment approfondir l'amitié franco-tchèque.
Bah déjà, en faisant du commerce, hein, au-delà de la blague sur la voiture, faire du commerce, c'est déjà aider les pays aussi avec qui on commerce et apprendre à mieux les connaître de fait. Mais aussi, je crois qu'il y a des think tanks avec qui on est partenaire, et je pense en particulier à IES, qui organise chaque été des stages avec des jeunes venus de toute l'Europe, et en particulier d'Europe de l'Est, et qui se rencontrent pour découvrir la pensée libérale dans une ambiance conviviale. Il y a beaucoup d'Européens libéraux qui se connaissent comme ça, et donc voilà, c'est un des moyens de le faire, et c'est le genre d'initiative auquel on a clairement ouvert nos colonnes dans Contrepoint. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la République tchèque? J'ai quelque chose à rajouter, mais je crois que Fred a aussi quelque chose à rajouter. Je connaissais vraiment pas grand-chose sur la République tchèque, mais il se fait que Matt Welch, qui est un journaliste de Reasons Magazine et qui est aussi membre du conseil d'orientation de l'association libéraux.org, a fondé un des premiers journaux libéraux après la libération de la fin du communisme en République tchèque, et enfin à l'époque c'était encore la Tchécoslovaquie, si je ne m'abuse. Et c'est vraiment intéressant d'écouter. Il est interviewé sur un podcast qu'on pourra mettre en lien dans les notes du show. Et il raconte comment ce journal absolument libéral a été fondé par une bande d'Américains qui traînaient en Tchéquie après leurs études. Et une anecdote amusante d'ailleurs, c'est qu'il a été en partie financé par Barbara Streisand, qui n'a probablement pas compris ce qu'elle finançait, parce que je ne crois pas que c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup. Mais c'est assez amusant, et c'est intéressant de voir en gros comment on peut faire des grandes choses quand on a une mémoire fraîche de ce que c'est que la privation de liberté. Et aussi quand on est jeune et qu'on a peur de rien et qu'on ne réalise pas nécessairement dans quoi on s'embarque. Et je recommande à tout le monde, alors le show est en anglais malheureusement, mais on mettra le lien dans les notes. Je recommande vraiment de l'écouter, c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que pour nous, la prochaine étape, ce sera de se faire financer par Serge Lama ou par Patrick Bruel ou Michel Sardou, je ne sais pas trop. Mais moi, j'essaie de trouver un équivalent de Barbara Streisand. Mais bon, il y a plusieurs lecteurs qui nous posent la question des partenariats. Notamment, on a Stéphane de Toulouse qui nous pose la question de est-ce qu'on a des partenariats avec d'autres acteurs de presse, et quels sont aussi nos projets d'expansion pour le journal. On a aussi des questions sur les réformateurs libéraux. Donc, on revient à la question de comment réformer. Mais bon, je fais un coucou à Jean d'Alsace ou à Kiva d'Île-de-France qui aimerait en fait qu'on soit plus visible, et qui nous demande comment est-ce qu'on fait pour se rendre plus visible, et pour notamment mettre en avant les gens qui seront les réformateurs libéraux, parce que nous on fait un job, et c'est vrai que c'est peut-être pas nous directement qui allons réformer. Donc de quelle manière est-ce qu'on se tourne vers les gens qui vont réformer? Le rôle d'un média, le rôle de la presse, c'est d'informer déjà. C'est-à-dire que le premier rôle qu'on a, les réformateurs de demain, il faut qu'ils soient formés aujourd'hui. Ouais, et comme s'informent les gens, c'est en lisant, c'est en s'informant, et nous, notre rôle, c'est de pouvoir les impacter, de pouvoir les toucher, de voir que la personne qui demain, à Strasbourg ou à Vierzon, qui va faire des études supérieures, veut se lancer dans la vie, veut avoir un job, etc., commence à s'informer et puisse trouver dans ce qu'il cherche, dans l'offre médiatique qu'il cherche, puisse trouver des clés, en fait, pour comprendre, décoder l'actualité et comprendre et réformer. Et c'est notre rôle, c'est le rôle de Contrepoint, et c'est le rôle de l'association. Question rapide à Justine. On a Harold d'Île-de-France qui nous demande si on prévoit de faire des lives sur YouTube, sur Insta ou Facebook. Donc, il a l'air assez branché réseaux sociaux. Il posait aussi une question sur l'économie des réseaux sociaux, mais qui serait peut-être un peu longue à répondre. Mais voilà, est-ce qu'on a des choses prévues côté réseaux sociaux? Parce que c'est un peu ton rayon, je crois, Justine. Ouais. Alors, pour les réseaux sociaux, effectivement, on aimerait investir un peu plus de temps là-dedans et un peu plus attirer de nouveaux publics et animer notre contenu de manière un peu plus originale. Ça passera, comme on l'a dit, notamment par les vidéos. Ça pourra effectivement passer par des lives sur Facebook, sur Instagram, des IGTV, etc. Donc oui, vraiment pour nous, les réseaux sociaux, c'est une manière de
d'animer notre contenu et de le présenter de manière parfois un peu plus succincte, parfois un peu plus simple. C'est une manière de toucher des publics différents aussi, vu qu'on est aussi bien sur Instagram que sur Facebook, que sur LinkedIn, que sur Twitter, où à chaque fois, c'est un public assez différent au niveau des tranches d'âge. Donc voilà, on a plusieurs projets sur le feu, principalement les vidéos. Oui, Pour voilà, les c'est lives, complémentaire du on va projet aussi vidéo. essayer Ouais. de se pencher dessus. Je lis rapidement une question qui va aller droit au cœur de tout le monde, je pense. C'est Julien qui vient de Aura et qui nous dit: beaucoup de Français ne voient pas l'éléphant de l'étatisme dans la pièce de leurs ennuis. On a encore toujours des donateurs poètes. Et il me dit: Contrepoint a changé ma vision du monde. C'est un journal qui met des mots et des explications sur ce que je ressentais confusément. Mais je n'ai trouvé Contrepoint sur le web que tardivement. Contrepoint est bien caché. Ma question: quelle est la stratégie de Contrepoint pour convertir plus de monde encore aux thèses libérales sans y perdre son âme? Et il dit aussi: les articles qui présentent des doctrines libérales devraient être mis en avant pour éclairer le reste des analyses. Alors, avant de laisser Guillaume répondre sur cette question-là, je signale à Julien qu'il y a aussi Wikibéral, qui est un autre projet de l'association et qui met notamment en résonance avec Contrepoint, mais qui met à l'honneur tous les penseurs libéraux et toutes les idées libérales. Guillaume, comment on fait pour pousser encore plus les idées libérales sans y perdre son âme? Non, je crois que justement la force des idées libérales, c'est que on n'a pas besoin justement de perdre son âme ou de faire de compromis pour qu'elles touchent, pour qu'on puisse faire la démonstration de leur utilité et de leur valeur, et aussi pour qu'elles touchent les gens qui les lisent. Lorsqu'on a chacun découvert les idées libérales, on l'a fait en général chacun de son côté, un petit peu par hasard, au fil de nos lectures ou de nos rencontres. Et ces valeurs, ces idées, elles nous ont touchés, elles nous ont ouvert un peu l'esprit. Et on s'est dit, mais voilà, ce sont elles qui fonctionnent, ce sont elles qui font sens. Comment on va faire pour les défendre, pour les propager plus largement? On a déjà parlé lors de cette vidéo. C'est vraiment continuer à faire notre travail sur le journal et aussi parler sur les réseaux sociaux et faire un travail donc avec les vidéos, faire un travail d'investigation et d'enquête pour vraiment imposer un petit peu notre agenda, mettre sur l'agenda des autres médias nos idées, nos valeurs, nos sujets. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire en 2021 avec votre soutien, avec vos donations. Mais je me souviens en fait j'ai rencontré un Premier ministre estonien une fois qui s'appelle Mart Laar et qui a réformé le pays juste après la chute du mur. Et il me disait que lorsqu'il a réformé le pays, donc lui, il est historien de formation, et il est devenu Premier ministre. Et pour réformer le pays, il ne savait pas trop comment faire, ce n'était pas vraiment son domaine. Mais il avait lu un livre de Milton Friedman qui s'appelle Free to Choose. Et il a dit, tout simplement, voilà, tout est expliqué là, je vais faire exactement comme cet auteur dit qu'il faut faire. Et puis, il l'a fait. Et il n'était pas au courant que c'était infaisable, alors il l'a fait. Et donc, l'Estonie s'est réformée. Et l'Estonie est aujourd'hui l'un des pays les plus libéraux en Europe. Donc, les idées, il faut d'abord les diffuser pour qu'elles puissent avoir un impact sur la réalité. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire chez Contrepoint. On va continuer à le faire de manière encore plus large, encore plus approfondie. Encore un point justement à propos de la diffusion des idées et toujours sur les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, au-delà de nous aider à animer nos articles et à attirer des nouveaux publics, ça nous permet aussi d'obtenir du soutien. Et je tiens à préciser que si ce n'est pas spécialement du soutien financier, vous pouvez également nous soutenir en partageant les articles, en cliquant sur les likes, en retweetant, etc. Parce que ça fait partie de tout ce qui augmente notre visibilité et qui fait connaître nos articles à des personnes qui ne connaissent peut-être pas encore. Malheureusement, on n'aura pas le temps, je pense, de citer tous nos donateurs et toutes nos questions, mais vraiment, même ceux qu'on n'aura pas pu citer à l'écran, on les remercie vraiment individuellement parce que sans eux, on n'existe pas et surtout, on ne continue pas à faire ce qu'on fait tous les jours. Donc, merci à Hervé de Caen, à Gérard de Lyon, à Léonard du Bas-Rhin qui voudrait pouvoir rouler à 100 à l'heure sur les routes comme en Allemagne.
Merci à tous. Il convient bien à notre cher président de conclure. Bien, je voulais juste dire que le combat pour les idées, pour moi, c'est pas des questions utilitaires, c'est vraiment des questions morales. Tout à l'heure, H16 expliquait toute la discussion sur est-ce que les réglementations autour du Covid vont créer plus de morts ou moins de morts. Et j'ai envie de dire, c'est pas l'essentiel qui fait que c'est important d'avoir de la liberté. C'est pas savoir si ça marche ou si ça marche pas au niveau utilitaire. C'est vraiment pas ça pour moi qui définit pourquoi c'est important d'être libre. Et aujourd'hui, je vois que depuis 10 ans, Contrepoint existe, les libertés civiles, autant que les libertés économiques, n'ont jamais été autant menacées. Autant les libertés économiques, on avait l'habitude, et tout le réseau des acteurs libéraux en France, c'est principalement concentré sur les libertés économiques. Mais les libertés civiles, moi, ça me fait vraiment mal au cœur, ça me rend malade quand je vois que la France est présentée dans les journaux étrangers comme un régime aux velléités autoritaires. Et ça me fait d'autant plus mal que c'est pas l'extrême droite qui est au pouvoir, c'est pas un parti qui fait partie du camp de ceux qui sont qualifiés de populistes, et souvent à raison d'ailleurs, en Europe, c'est Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui, quand la plupart des gens voient son image dans les médias, ils n'ont pas l'impression de voir quelqu'un de menaçant. C'est quelqu'un qui est représenté comme le camp des gens bienveillants en qui on peut a priori faire confiance pour défendre nos libertés, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Mais voilà, aujourd'hui en France, concrètement, l'administration peut arrêter des Français, peut nous arrêter chacun de nous sans avoir besoin d'un juge pour nous priver de liberté. Et ça, c'est quelque chose de nouveau sur le régime d'Emmanuel Macron. Il y a des tas de signaux. Tout récemment, on a eu l'interdiction de filmer des policiers, et ça va vraiment dans tous les sens. Et donc, la question, c'est pas de savoir si la liberté crée de la richesse. La pression, c'est pas de savoir si la liberté nous permet d'être en bonne santé. La liberté, c'est juste. La liberté, c'est notre droit, c'est l'une des trois choses avec notre vie et notre propriété qui sont inaliénables, qu'on doit protéger à tout prix, et on ne doit pas trouver de justification utilitaire pour expliquer pourquoi on a le droit d'être libre. Et c'est vraiment pour ça aussi que je veux dire aux donateurs bravo et non pas merci, parce que c'est pas de l'aide qu'on vous demande. Évidemment qu'on vous dit merci quand vous faites un don, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas vous qui nous aidez, c'est nous qui vous aidons. C'est vous, les donateurs, qui êtes les acteurs de ce combat. Et nous, on est juste là pour vous aider à défendre vos valeurs, mais sans vous, on ne sait rien faire. C'est vraiment vous qui déclenchez tout ce que Contrepoint a fait ces 10 dernières années et continuera à faire avec la même conviction. Donc, plus que merci, je veux vous dire bravo. Écoute, je crois que c'est un très beau mot de la fin. Merci vraiment à nos donateurs, et j'espère que ça vous aura fait plaisir de rencontrer toute cette équipe qu'on adore. Vous voyez, elle est assez diverse, hein. Il y a des hommes, des femmes, des gens masqués de sexe indéterminé, etc. Donc, et puis vous voyez qu'en dehors de moi, on s'était tous mis sur notre 31 ce soir pour répondre à vos questions. Donc vraiment, merci à tous. Merci Thomas, merci Justine, merci Fred, merci Séverine, merci H16 et merci Guillaume. Et puis, je vous dis à bientôt sur contrepoint.org, sur les podcasts de Contrepoint aussi, que vous retrouvez sur toutes vos plateformes et dans la section podcast du site Contrepoint. Et voilà, très bonne soirée et bonne fête de fin d'année.